Tiens, une tête connue. Ça fait au moins 1000 ans que c'est la même télécommande chez LG, hein. Tout de même, j'espère que le G4 sera pas le même que le G3, hein. Manquerait plus que ça. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour le test du téléviseur OLED LG G4. Vous me connaissez, vous connaissez la chaîne. Quand je teste des télés, je suis content. Quand je teste des casques, je suis content. J'aime le cinéma, le mastering, les séries télé, les belles images, les beaux sons. Et là, tester ce type de produit, c'est quand même la joie dans la demeure. Par contre, j'ai un truc à dire. Avant qu'on commence, moi j'étais inquiet quand on m'a annoncé le G4. Pourquoi est-ce que j'étais inquiet? Parce que l'année dernière, quand LG a lancé le G3, ils avaient entre guillemets marché sur la Lune. C'est la première fois que sur un téléviseur OLED, on avait ce qu'on appelle une dalle OLED MLA, avec des micro-lentilles, super luminosité, angle de vision et tout. C'était l'année dernière, donc le G3. Je me suis dit, bon, le G4 se pointe. Le voici, le voilà, regardez le bel ouvrage. Et est-ce que par hasard, il y a un fossé ou pas entre le G3 et le G4? C'est ça qui m'importe dans cette vidéo, c'est savoir si par hasard, on ne serait pas en train juste de relever un tout petit peu le curseur ou s'il y a carrément un truc de différent. D'autant qu'entre-temps, le frangin coréen Samsung a balancé l'étonnant, le surprenant S95D qui est pour moi un téléviseur QD-OLED absolument incroyable. Et justement, là dans cette vidéo, je vais essayer de vous dire un petit peu où on en est avec le G4, ça vaut le coup ou pas de l'acheter, où il en est par rapport à la concurrence, justement, avec Samsung S95D, avec les mini LED, avec tout ça. Donc le but de la manœuvre, c'est de vous montrer tout ça. Au menu de la vidéo, qui es-tu? Donc tour du propriétaire, alors l'histoire du pied ou pas, est-ce qu'il est dans le carton, où on en est, les tarifs, quel est le type de dalle, les caractéristiques, on va passer tout ça au crible. Après vous aurez mes impressions sur le terrain, j'ai passé quelques jours avec des programmes télé, avec des mires, avec du gaming pour voir un peu ce que ça avait dans le ventre. Alors G3 ou G4, mon cœur balance. Et après bien sûr mes impressions sur le terrain, il y aura un truc très important dans cette vidéo, car c'est lui qui a les clés du château, Sylvain, et les mesures. Parce qu'il y a des trucs par moment quand les téléviseurs deviennent comme ça extrêmement performants, à l'œil nu, on voit pas tout. C'est-à-dire qu'on est là, oh l'image elle est belle, la luminosité, oh là là, il y en a plein, mais c'est Sylvain qui a la sonde, qui peut nous dire vraiment si G3, G4, même combat, ou bien le G4 se détache carrément et met sa tannée également à d'autres téléviseurs. Et après, il y aura bien sûr les plus et les moins, ce moment incroyable durant lequel je résume un petit peu le test et je rajoute des choses dans les plus et les moins. Après, une petite conclusion qui va bien et j'irai me coucher. Voilà. Dans tous les cas, c'est parti. Voici le test du Au revoir. Voici le test du téléviseur OLED G4. Vous voyez bien l'anti-reflet là? Oh là là, je suis méchant. Allez, on attaque. On va aller mettre une petite image d'ailleurs pour tromper l'ennemi. Hop. Oh là là, mais on voit plus l'anti-reflet. Où c'est que ça? C'est parti. Action, messieurs, dames. Bon, vous me connaissez, je parle beaucoup trop, mais en fin de compte, on est entre nous, comme ça, avec un test télé, c'est chapitré. Avant d'attaquer dans le dur à l'intérieur du LG G4, laissez-moi vous parler un petit peu du marché des téléviseurs depuis quelques temps, on va dire entre 6 et 10 mois. Pour moi, il y a 4 points importants que j'ai notés et tout, hein, comme un bienheureux. La poussée technique des téléviseurs LCD mini LED, en effet, c'est en train de pousser techniquement de tous les côtés. Vous avez vu la vidéo justement Sony tournée chez Sony Pictures avec le Bravia 9 qui paraît-il pète tous les scores de tous les côtés. Deuxième point important, l'accroissement des diagonales d'image. On s'aperçoit dans plusieurs marchés mondiaux que les gens veulent des téléviseurs de plus en plus grands et se tournent dans ce cas-là vers le LCD mini LED because là ça devient très onéreux hein, de ce côté-là avec l'OLED, donc on sent que les diagonales explosent avec notamment des marques qui proposent des produits à 98 pouces, à 3000 €, des trucs comme ça. Ça bouge de tous les côtés. Troisième point que je trouve important dans le monde des téléviseurs, c'est ce qu'a fait Samsung, le S95D. On pense ce qu'on veut le Samsung parce qu'il n'y a pas de Dolby Vision, mais techniquement le S95D, les autres sont un petit peu en train de aller ramer derrière parce que à mon sens, le S95D de Samsung frôle quand même la perfection technique avec son revêtement anti-reflet, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est assez dingue. Quatrième point, et pas des moindres, l'arrivée chez LG de la dalle OLED MLA, donc avec les micro-lentilles, super luminosité et autres, ça c'est des points importants. Tout ça se conjugue parce que ce marché est en train de bouger de tous les côtés. Le marché des téléviseurs n'est plus du tout le même qu'il y a 3 ans à cause de toutes ces technologies qui se font un petit peu la guerre alors que c'est les mêmes marques qui les lancent. Alors justement, en parlant de guerre, on va parler un petit peu du modèle que j'ai ici, que je teste. Il s'agit donc du LG G4, là c'est le modèle 65 pouces. Le G4 est normalement, il a été conçu, le G c'est pour galerie, il a été conçu pour être mis contre un mur. Vous voyez les images à l'écran avec la fixation VESA 300 par 300, mais le produit peut être vendu avec un pied. Alors le pied, c'est le vase de 60. Il est dans le carton, il n'est pas dans le carton, qu'est-ce qu'on fait, combien ça coûte? Alors le truc que je sais à la date
de cette vidéo. Ce que je sais, c'est que si vous commandez ce produit sur le site LG France, le pied est dans le carton. C'est offert. A priori, hein. Au revoir monsieur. C'est offert. Par contre, si vous l'achetez ailleurs, vous achetez le téléviseur et vous prenez le pied en option. Parce que c'est vrai, il y a une bivalence sur ce produit. Il est conçu pour être mis sur un mur et la plupart des gens essaient de l'avoir sur un pied. Dans le cas où vous choisissez d'avoir le pied avec ce produit, regardez les images à l'écran, il y a deux positions au moment où vous montez le téléviseur. Position basse, on ne met pas grand chose, hein, aucune barre de son évidemment. Position haute, on peut mettre une barre de son. LG, évidemment, suis-je bête, ou une autre et ça rentre, hein, mais ça monte pas non plus à 15 km. Hein. Vous avez ces options-là, le mur ou deux positions avec le pied. Alors attention aux diagonales de la bestiole. Le LG G4 est disponible en 55, 65, 77, 83, 97. Mais attention, il y a un trick. Le 97 n'a pas de dalle OLED MLA. Par contre, pour la première fois, on a du 83 pouces en dalle OLED MLA, donc la dalle haut de gamme de chez LG. Est-ce que vous êtes prêts à écouter les tarifs? Parce que c'est important que vous sachiez à quel point la déprime de la mer Rouge bancaire est dans les parages. Attention, les prix que je vais vous donner, ce sont les prix indicatifs proposés par LG. Les prix sont libres en France. Donc ça, c'est les prix LG dit, ça devrait être ce prix-là. Après, les magasins font ce qu'ils veulent. Alors, on commence par le 55 pouces. Accrochez-vous, hein, soyez forts. Le 55 pouces, officiellement, 2799 €. 55 pouces. 65 pouces, celui-ci, 3599 €. 77 pouces, 4999 €. Stop ou encore 83 pouces, balèze quand même 83 pouces, 6999 €. Et le clou du spectacle, le puits du fou des tarifs, c'est donc le modèle 97 pouces, 24 999 €. C'est un produit qui fait donc 2,50 m et qui n'a pas de dalle OLED MLA, mais une dalle classique. Vous avez eu les tarifs, ça pique, ça pique. Et tout à l'heure, si vous êtes sage, je vous parlerai de Dolby Atmos, d'Apple, avec ce téléviseur, avec un truc assez unique. Il est temps de passer au tour de propriétaire de la bestiole. Qui es-tu? Téléviseur Ultra HD 4K, 2 cm d'épaisseur uniquement, c'est pour ça que sur un mur, c'est nickel, modèle galerie. La dalle qui équipe le produit, c'est une dalle LG OLED Ivo, ce qu'on appelle EX également. C'est une dalle haute luminosité. Voilà, on la trouve ailleurs cette dalle, mais cette fois-ci là-dessus ils ont rajouté ce qu'on appelle le MLA. Alors vous avez la vidéo qui passe à l'écran, le MLA c'est sur des micro-lentilles. On a placé devant la dalle, hein, devant, et voilà, et ça amplifie en quelque sorte la lumière. Imaginez, les micro-lentilles sont là, elles ont la lumière qui passe, oh bah je t'en mets plein, elles amplifient en quelque sorte la lumière, elle permet de la focaliser pour que la lumière soit plus virulente, si je puis dire, quand elle sort de la dalle. Grâce aux micro-lentilles, on a également un angle de vision qui est plus large parce qu'en effet l'image est propulsée, elle est encore plus proche de l'écran si vous voulez. Donc quand on est sur le côté, là je suis sur le côté, je vois tout, c'est nickel, il n'y a pas de côté un peu fade ou les couleurs qui se font la malle, là vous avez tout. Alors le truc important, y a-t-il, oui ou non, une différence entre la dalle MLA du G3 et la dalle MLA du G4? La réponse est oui, messieurs, dames, parce que, a priori, d'après ce que l'on sait, ce qui est tombé sur les téléscripteurs, LG a modifié la forme de ces micro-lentilles pour que ça soit encore plus optimal. C'est-à-dire que la lumière est là, elle est encore plus pulsée. Voilà, bonjour. Il va pas arrêter, mais c'est génial, c'est la protection. Parmi les choses intéressantes, on me dit souvent dans les commentaires, oui, mais c'est quoi cette course à la luminosité sur les téléviseurs OLED? On sait très bien quand il y a beaucoup de lumière, la dalle va cramer, elle va marquer, on va en prendre plein les yeux de tous les côtés. Oui, non, parce que là, la dalle OLED, qui est donc une dalle LG Ivo, donc EX, on a placé des micro-lentilles devant. C'est pas la dalle qui pousse la luminosité à fond, c'est le système qui est placé devant, donc le filtre en quelque sorte qui va lui optimiser, amplifier, rediriger les faisceaux lumineux pour qu'il y en ait plus. On verra tout à l'heure chez moi avec Sylvain si oui ou non le G3 et le G4 ont la même puissance lumineuse ou bien cette fois-ci cette nouvelle dalle avec du MLA, avec une autre forme des micro-lentilles booste encore la lumière ou c'est juste pipeau de chez pipeau. Donc la base c'est qu'on a un téléviseur qui est officiellement d'après LG encore plus lumineux que le G3. Je rappelle également, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent oui, alors c'est pas possible, ce téléviseur qui crache trop de lumière. Je dis ouais, mais en même temps, il y a un niveau de luminosité, hein. On a la télécommande, on baisse la luminosité et pensez également aux gens qui sont en plein jour, plein soleil, qui aiment bien avoir un téléviseur OLED lumineux parce qu'on pouvait pas le faire avant. C'est-à-dire qu'en plein soleil avec une baie vitrée, le téléviseur OLED, il était là. Je suis un petit peu timide côté luminosité, mais je fonctionne très très bien la nuit. Là, maintenant, on peut dire qu'avec cette
génération de produits entre les QD OLED, les MLA de LG en plein jour, ça a de la gueule. Alors après, bien sûr, il y a toujours les problèmes de réflexion de l'écran que n'a pas justement le Samsung S95, mais on en parle tout à l'heure parce que vous vous rendez peut-être pas compte, mais l'anti-reflet est vachement bon. Mais là, vous avez des rampes de lumière. Tenez bon, vous allez voir, il n'y a que des bonnes nouvelles. Tout n'est pas parfait, évidemment. Au cœur de la bête, évidemment, le téléviseur est compatible HDR, donc HDR10, ainsi que Dolby Vision et Dolby Vision IQ, c'est-à-dire le petit capteur de lumière qui vous dit voilà, il fait jour, il fait nuit, pour que vous ayez exactement les mêmes caractéristiques en Dolby, que l'image soit en plein jour ou en pleine nuit. Il y a une adaptation comme ça par rapport à ce qui est le mieux. Truc important sur un téléviseur, le cerveau, le processeur, nouveau processeur à bord, qui s'appelle le processeur A11 AI 4K. Alors on va revenir là-dessus encore une fois parce que on en parle, parce qu'il faut qu'on en parle, parce que vous êtes mes abonnés, et puis qu'il faut qu'on en parle. Moi, quand on me balance les processeurs qui sont AI, donc intelligence artificielle, depuis le début, vous savez bien que je tique. Je suis là, regardez comme je tique. Parce qu'après tout, ce sont des algorithmes entraînés. C'est-à-dire que ces processeurs sont capables de réagir par rapport à des données qu'on leur donne. C'est-à-dire que ce sont des machine learning et autres. Voilà. Mais ça va faire... C'est beau, j'adore. En plus, c'est bien. Protège-toi, sinon tu vas effrayer tout le monde. Donc, le truc, ce sont des processeurs qui sont donc, on va dire, intelligents, neuronalement parlant, c'est-à-dire qu'ils sont censés se comporter comme on se comporte nous, c'est-à-dire que lui, il va régler ça par rapport à, tiens, bah, si j'étais un être humain, je verrais les images comment. Donc lui, c'est ce qu'il fait. Encore une fois, je peux vous dire un truc, et vous voyez à l'écran, tout peut être déconnecté. Soit vous faites appel à cette AI, dans cette intelligence artificielle qui va travailler le son et l'image, soit vous dites, mais même pas en rêve, je me mets un mode filmmaker derrière, je laisse le processing normal et il n'y a pas de problème. Il y a plusieurs vitesses de travail sur ces produits-là, c'est ça qui est intéressant. On vous impose rien. Donc en effet, il y a un nouveau processeur qu'on annonce plus rapide. Alors, il y a des tas de trucs qui sont mis autour. En effet, il est capable de reconnaître une source. Ça, c'est vrai. Il est capable de reconnaître les sources entrantes. C'est-à-dire, il va dire, voilà, oh là, je reconnais, comment j'adapte? En effet, quand on change de source, vous allez voir, si vous laissez le système enclenché, il va vous dire, tiens, là, c'est comme ça, je te mets quel mode? Eh ben, tu le fais ou tu le fais pas. Il dit oui ou non, hein. Donc, il reconnaît le type de source, il reconnaît les images. Donc, il s'adapte au niveau du traitement pour les images. Et en effet, pour l'upscale, il peut être très utile. C'est quoi l'upscale? Je rappelle rapidement. Le téléviseur est 4K. Il y a 8,3 millions de pixels affichés ici. Mais la plupart des sources, quelquefois qu'on envoie, ne sont pas en 4K. Ça peut être une source standard, un DVD par exemple, ou bien une source Full HD. Et là, le processing entre en piste. Comment je vais faire pour faire entrer du Full HD à l'intérieur de ça? Je vais donc faire un upscale, c'est-à-dire une mise à l'échelle. Et, entre guillemets, ces IA, je ne sais même plus comment les appeler, ces algorithmes intelligents machine learning, font souvent des merveilles. Alors, le truc important, parce que vous aimez le gaming, pourquoi je repose ça? Vous aimez le gaming là-dessus, c'est juste la folie. On va pas se le cacher, la série G, c'est le fer de lance de LG. Il n'y a pas mieux, techniquement. Donc 144 Hz, bon, si vous avez des jeux sur PC, ça peut rouler. Compatibilité HGIG, il y a HDR, Dolby Vision en gaming, G-Sync, FreeSync, VRR 144 Hz, ALLM, tout ce qui est possible. Regardez à l'écran ce qu'il y a également, il y a l'optimiseur de jeu. On en parle tout à l'heure avec Sylvain parce que quand on active ou on n'active pas certains modes de l'optimiseur de jeu, on a des résultats différents. On a une barre gaming absolument dingue présente sur le produit. Et il y a un truc que j'aime bien qui n'est pas sur tous les produits 2023 et 2024, c'est ce qu'on appelle le QMS. Là, c'est Quick Media Switching. Quand on a par exemple l'Apple TV qui doit être par là, on connecte l'Apple TV au téléviseur, soit un C3, G3, G4, C4. Et il y a ce qu'on appelle le Quick Media Switching. On peut passer d'une source à l'autre à toute vitesse. Vous n'avez pas d'écran noir ou bien de source qui se fige. C'est extrêmement rapide, extrêmement fluide parce qu'en effet, il y a un contrôle permanent du débit image, du format et autres entre l'Apple TV et le téléviseur. Il n'y a pas de... voilà, ça ne fait pas ça. Donc le Quick Media Switching, moi je suis pour et il est sur le G4. Et si vous avez une Apple TV donc 4K la plus récente, mise à jour, vous avez le truc qui s'affiche comme à l'écran actuellement, QMS, Quick Media Switching. La connectique, ni plus ni moins que ce qu'il y avait sur le précédent, hein, 4 ports HDMI 2.1 pleine bande, c'est-à-dire 48 Go, dont un port HDMI consacré ARC e-ARC hein, pour relier une barre de son LG, avec une possibilité bien sûr de connecter une souris, un clavier, une caméra USB. Tout est à bord. C'est un produit qui est très performant, aussi performant de ce côté-là que peut l'être Samsung. Ce sont les deux seuls à balancer tout ce qu'il faut dans la connectique pour le gaming, pour tout. Eux, ils s'embarrassent pas. Les deux Coréens ont toutes les possibilités en débit et en nombre de ports HDMI 2.1. Voilà. Mais je manque à tous mes devoirs. On n'a même pas fait d'immersion ensemble. C'est parti. On part sur le profil, notamment 2 cm. 2 cm uniquement et malgré ça, LG est parvenu à offrir 60 watts avec un caisson de grave et 4 haut-parleurs qui sont sur les côtés comme ça. On a du 4.2 et on peut virtualiser
bien sûr le son dans la pièce grâce au processeur pour obtenir au final du 11.1.2. Truc important, et vous aimez ça et moi aussi, le téléviseur est compatible avec tous les Dolby. Dolby Digital, Dolby 3 HD, de Dolby Atmos, et il comprend le DTS, y compris le DTS HD, DTS X, et en plus, si vous connectez le téléviseur en optique à une barre de son, le signal DTS peut également être envoyé en optique vers la barre de son. Donc c'est plutôt des bonnes nouvelles, mais pas que, vous allez voir qu'il y a plein de petites facéties autour du son. On peut appairer un casque et une enceinte Bluetooth en simultané sur le produit, deux enceintes surround en Bluetooth en simultané sur le produit. On peut avoir un casque connecté en Bluetooth plus le son du téléviseur. Vraiment, les possibilités sont gigantesques. On a un mode bien sûr AI, donc un mode d'intelligence artificielle, enfin un truc, voilà, un algorithme qui peut vous aider à entendre mieux les dialogues, des trucs comme ça. Ça peut se déconnecter, hein. Mais il y a tout ce qu'il faut à bord, et il y a bien sûr la connexion possible avec une barre de son LG avec le système WOW Orchestra et WOW Interface. Alors le truc, c'est que quand on met en effet une barre de son LG, les produits se parlent entre eux, on peut agir d'un sur l'autre et vice-versa, et il y a une répartition justement du son de tous les côtés entre les haut-parleurs du téléviseur et les haut-parleurs de la barre de son. Ça peut être super sympa, c'est exactement le même système qui existe chez Samsung, sauf que là ça s'appelle WOW Orchestra, c'est une façon pour les marques de vous dire « elles sont pas belles mes barres de son avec mes téléviseurs, c'est peut-être mieux si tu prends la même marque des deux côtés ». Comme ça tu as des exclusivités techniques que tu n'as pas si tu prends une barre de son JBL ou bien non, tu n'as pas. Voilà, quand même. En plus, regardez bien maintenant la séquence. On va parler d'Apple Music et de WebOS. Je vous le fais en voix off. Je suis ici. Faut savoir que, à ma connaissance, avec WebOS mis à jour, quand on a l'application Apple Music installée sur le téléviseur, on peut avoir la musique en Dolby Atmos. Je crois que c'est actuellement, je pense, la seule marque qui autorise ça au travers de l'application sur le téléviseur, pas en extérieur. Regardez, je vais envoyer le nouvel album de Sia qui est en Dolby Atmos. Je l'envoie en lecture et hop, le logo va s'afficher. Enfin, j'espère, en tous les cas. Hop, voilà. Il est directement en Dolby Atmos. C'est incroyable ce truc-là, vous vous rendez compte? Une petite exclue comme ça, Apple et LG. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru, messieurs, dames? On va parler de WebOS 24. Bon, déjà, si vous achetez ce téléviseur, vous avez 5 ans de mise à jour avec le programme Renew. Donc pendant 5 ans, WebOS va se mettre à jour. Pas trop tôt, hein. C'est d'ailleurs rétroactif sur les modèles 2022. Qui vont donc pouvoir être mis à jour, 2023 mis à jour, mais ça va pas plus loin malheureusement. Vous avez la vidéo sur la chaîne qui vous explique tout ça. Alors à bord, évidemment, il y a plein de choses. Netflix, Disney+, Apple TV+, Canal+, Alexa, Amazon, AirPlay 2, Apple HomeKit, Chromecast, oh là là, Miracast, Matter, l'écosystème Matter, tout est à bord. C'est assez délirant et on peut faire le picture-in-picture de 4 écrans avec un contrôle vocal et on peut travailler à distance. Vous avez un tableau de bord pour bosser à distance si vous le voulez, qui est là, qui est génial, hein. Voilà, tout pour la maison, vous êtes chez vous, vous avez tout ça. Moi j'adore ce tableau parce que il résume bien les choses. On voit où on en est avec les entrées connectées, voilà, lecteur Oppo, la Xbox, AirPlay, on peut vraiment tout bien voir. J'adore à chaque fois ce menu. Le tableau de bord maison, il est génial. Le LG Hub pour les appareils Matter, en s'inscrivant sur LG, on peut avoir accès à tout l'écosystème. C'est assez dingue, franchement c'est assez dingue. Et c'est clair en plus, on n'est pas en train de se paumer. Pour une fois, bon, on a fait le tour quand même là. Et si maintenant je vous disais ce que je pense du produit? On n'est pas bien. Mais on n'est pas bien comme ça ensemble pour discuter un petit peu de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai expérimenté à l'œil nu, j'entends, et aux oreilles dégagées, concernant ce G4 qui m'a fait son grand show hein, pendant plusieurs jours et plusieurs nuits. Alors je continue à penser, et vous le verrez tout à l'heure, que le maître des clés concernant l'exercice final, la note finale de ce test, c'est vraiment Sylvain qui a ça, puisque c'est Sylvain qui a les mesures. Je vous explique pourquoi. Je serais un fiefé menteur si je vous disais que le G3 et le G4, il y a un fossé entre les deux. Non, il n'y a absolument pas de fossé entre le G3 et le G4. Je serais fort surpris que Sylvain trouve des résultats super différents entre le G3 et le G4. À mon avis, il est un peu plus lumineux parce qu'une fois de plus, j'étais là, oh là, n'en jetez plus. Regardez quelques images que j'ai à l'écran justement de ces moments où j'ai balancé des mires à 10%, 50%, 100%. J'étais là, oh là 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 là. Bref, il y a de la lumière. Bon, je sais pas ce que vous voyez chez vous, mais moi je suis devant avec une mire de blanc maximale. Il y a une uniformité du blanc absolument dingue.
C'est dingue, c'est fabuleux. Après, c'est la façon dont vous retranscrivez ça. Ça peut être un peu gris chez vous, mais moi, c'est un blanc pur, complet, super uniforme. Sachez-le, celui-ci, il pousse à fond. À mon avis, il pousse autant que le S95D où il s'en approche, mais c'est, à mon sens, je pense, le plus lumineux des téléviseurs LG OLED. C'est dit. Je rappelle qu'on peut moduler avec le menu, hein. On peut baisser la lumière, vous avez un mode vif, un mode plus calme, vous avez des réglages qu'on peut faire dans le produit où déjà d'entrée de jeu vous lui dites est-ce que je dois faire fort, moyennement fort ou tu vas mollo. Faites ça dans le menu, sinon vous allez vous retrouver avec la marque des lunettes ici, lunettes de soleil, hein. Je vous le dis franchement. Alors, la définition de l'image, c'est impeccable parce qu'il y a un truc quand même que j'ai remarqué, même si on est sur des images d'exception. J'insiste dans cette vidéo sur le fait que la plupart des produits que je teste, et c'est comme ça, je ne sais pas quoi vous dire, sont des produits haut de gamme. Donc quelque part, ça serait toujours un petit peu surprenant que sur des boulasses comme ça, à 2000, 3000, 4000, 5000 euros, on se retrouve avec des images. Oh bah non, ça va pas, ça craint et tout. Non, non, c'est très rare. Mais du coup, il y a quand même des différences, des petites nuances sur ces produits, sur la qualité des traitements vidéo. Je pense que le traitement vidéo du A11 apporte une touche encore supérieure à celle du G3 parce que j'ai trouvé que la gestion du grain, la gestion de la définition était encore plus précise. Attention, ce n'est pas un fossé entre G3 et G4. J'ai senti que c'était un peu plus vibrant, c'était un peu plus précis. J'ai vu des séquences assez dingue sur les seconds plans que j'ai retrouvé sur le G3, mais je trouvais qu'il y avait un petit plus sur la gestion du grain et tout. Je trouvais que c'était très bien fait. Globalement, G3 ou G4, le traitement vidéo est très bon. Très bon dans l'upscale aussi, la mise au format des sources qui ne sont pas 4K. Là, c'est pas du 4K derrière, hein, mais justement, l'upscale, c'est vachement bien. Il y a très peu d'effets de pixelisation, voire pas du tout. On sent qu'il travaille vachement bien de ça. On sent qu'il n'y a pas de flicker aussi. Voilà, il n'y a pas de scintillement, il n'y a pas de flicker. Il y a plein de trucs que j'ai remarqué qui sont très intéressants. Attention, je suis pas en train de vous parler d'un produit super différent du G3, j'insiste là-dessus, ça reste la même marque, ça reste la même dalle. Ils ont peaufiné, à mon avis, les micro-lentilles pour avoir un petit peu plus de lumière parce que derrière, ils savent qu'il y a Samsung qui pousse de tous les côtés et Sony avec les QD OLED et tout. Donc, ils savent qu'ils ont leur carte à jouer avec le MLA, donc ils la jouent. Donc, vous allez avoir un produit qui reprend, à mon avis, les caractéristiques globales du G3 en appuyant la notion de lumière, en appuyant le côté pulsé de la lumière. Alors du coup, les résultats en HDR et sans HDR sont étonnants, c'est-à-dire qu'on a des pics lumineux qui sont quand même très forts, qui sont très vifs, parce que moi, il y a de la marge. Étant donné qu'à mon avis, il crache très fort, il y a beaucoup de marge entre ce qui est sombre et ce qui est clair. Par contre, il y a toujours une limite. Toutes les dalles sont bridées, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'a pas, comme en mastering, des dalles OLED qui font 4000 candela ou 10 000 candela, on n'est pas là-dessus. Donc on sent toujours qu'à un moment, on aimerait qu'il y ait encore plus, mais on sent que la dynamique est quand même très forte sur le produit. C'est assez étonnant. Regardez les images à l'écran, elles parlent d'elles-mêmes. C'est très lumineux, c'est très défini et il y a une colorimétrie d'enfer. Elle est excellente, à mon avis, elle est aussi excellente en effet que le G3. Je ne vois pas de différence sur le côté colorimétrie où c'est extrêmement vibrant. Alors il y a des trucs justement que j'ai essayé, regardez tout de suite. Alors sur le modèle en ma possession, donc ce G4 que j'ai, je n'ai aucun effet de ce qu'on appelle la postérisation. Il n'y a pas de dégradé ici, il n'y a pas de solarisation et je n'ai pas de phénomène de banding. Sur celui que j'ai, il n'y a rien du tout, hein. Rien. Là, j'arrête pas de lui passer des couleurs, des tas de trucs. Il y a aucun problème de solarisation. Il y a des trucs que j'avais vus chez d'autres marques. Il y a un léger truc ici. Léger, mais alors vraiment, faut être dessus pour avoir quelques dégradés qui sont pas très élégants quelquefois. Je connais bien ce genre d'affichage avec l'Apple TV. Et quelquefois, ça passe pas du tout. Il y a des gros dégradés partout parce que ça tient pas le coup derrière. Tandis que là, c'est vraiment nickel, quoi. Il y a vraiment une belle dynamique d'image. Je n'ai pas de banding, de color banding et je n'ai pas d'effet de postérisation. Globalement, la colorimétrie est parfaitement étalonnée parce qu'il y a un truc que je tiens à insister tout de suite, ce sera dans les puces tout à l'heure. Le produit, à mon avis, c'est pas la peine de le recalibrer ou appeler des gens pour le faire avec 3 sondes et tout. En calibrage d'usine, vous le posez, waouh! Les tons chers, le côté réaliste de toutes les couleurs, c'est absolument dingue. Avec des modes filmmaker, vous voyez ce qu'en dit Martin Scorsese, ou des modes standards, parce que moi j'aime bien le mode standard aussi. Je sais que Sylvain fait ses mesures avec le mode filmmaker. Moi je fais beaucoup de choses avec le mode standard, ou bien je pousse après pour voir un peu ce que ça donne en Dolby Vision et autres, clair, sombre et autres. Mais le mode standard me dérange pas. Il y a beaucoup de trucs qu'on peut faire avec le téléviseur, mais la fidélité chromatique est absolument dingue. C'est-à-dire ce qu'on appelle vraiment le réglage sortie de carton, sortie d'usine.
C'est fou. C'est fou, le téléviseur il est super bien réglé. On n'est plus au stade où on sort un téléviseur du carton et on se dit mais c'est quoi cette image? Je vois rien du tout. Les gens ils sont tout roses, on dirait Peggy la cochonne et tout. Non, c'est fini ça. Sur la plupart des téléviseurs où vous sortez du carton, c'est nickel. C'est nickel, c'est calibré. Celui-ci est super calibré. Alors, le rendu du noir, regardez. Vous l'attendiez avec impatience. Regardez, elle apparaît. Comme ça, a flash in the night. Voici la fameuse mire Star Wars qui permet de voir des trucs de ouf, hein. D'ailleurs, à chaque fois, justement, on voit la luminosité des points. Enfin, moi, à l'œil nu, la luminosité des points, c'est très lumineux. Et comme c'est de l'OLED, il n'y a pas de plaque de rétroéclairage, quoi. C'est parfaitement fluide, c'est parfaitement, voilà, plus noir que ça. Voilà, je vous mets la télécommande du lecteur de Blu-ray Oppo. Voilà, c'est la télécommande du lecteur de Blu-ray. Malheureusement, c'est pas celle du téléviseur. C'est étonnant. C'est étonnant, c'est-à-dire que là, pendant que je vous parle, parce que je réfléchis à tout ce que j'ai vécu, parce que là, je sors en effet de mes tests, je fais la vidéo dans la foulée, donc j'ai 3 jours de visionnage, j'ai du mal à vous dire, et je le redis parce que c'est important pour vous, parce que je sais à quel point vous êtes comme moi, vous vous prenez la tête, vous dites qu'est-ce que je fais pas, et tout. C'est des produits qui coûtent une blinde quand même. Si vous avez le G3, bah gardez-le. Gardez-le, il est QMS le G3, il a une image nickel, il est peut-être un petit peu moins lumineux, mais il est déjà waouh de tous les côtés. L'angle de vision, à mon avis, est le même. L'anti-reflet, il ne doit pas y avoir beaucoup de différence parce que le G3 avait un bon anti-reflet. Là, à mon avis, ils ont encore peaufiné un peu les choses. Vous avez vu tout à l'heure, justement, où je vous montre maintenant. Voilà, l'anti-reflet, tiens, on refait un petit truc dessus, by night, parce que j'ai tout filmé, je suis en train de me rappeler ce que j'ai fait. J'adore les séances de torture sur les téléviseurs, c'est ma grande spécialité depuis des années. Alors justement, l'anti-reflet du G4. Au Laker, c'est parti. Bien, compte tenu de ce que je lui mets dans la tête, mais regardez à quel point mon point lumineux est diffracté. Regardez bien, vous voyez une sorte de rond vous autour comme ça, mais c'est parce que c'est vachement diffracté. Attention, le smartphone amplifie vachement ce que moi je vois à l'œil nu, hein, parce que à l'œil nu, je vois mon point lumineux qui est vachement diffracté. Donc on sent que le filtre anti-reflet est quand même très très puissant. Donc là, vous voyez un petit peu l'anti-reflet avec des rampes d'éclairage. Alors l'anti-reflet, son rôle déjà, c'est de diffracter. Vous voyez que là, ce que vous pouvez voir normalement avec le smartphone, c'est pas des lumières blanches. Vous voyez une sorte de truc qui est rosé, qui va vers le violet. En effet, c'est entièrement diffracté. Il est très bon. Je sais que c'est pas évident que vous puissiez croire que l'anti-reflet est très bon, mais je peux vous garantir que par rapport à la plupart des choses que j'ai vues, il est vachement bon. Le problème est tout simple avec l'anti-reflet qui est ici. C'est qu'on a eu, entre-temps, le S95D de Samsung qui, lui, a explosé tous les anti-reflets du monde parce que je n'ai jamais rien vu de meilleur. Donc fatalement, tous les produits qui passent derrière, à côté ou qui essayent de s'y frotter n'ont pas ce résultat-là. Si on met à part les résultats étonnants du S95D en termes d'anti-reflets, celui-ci fait partie des meilleurs anti-reflets pour un système qui est donc OLED ou LCD mini LED. Je peux vous garantir que les modèles Sony que j'ai montré justement dans la vidéo qui est parue je crois il y a une semaine ou un truc comme ça, l'anti-reflet, ah là là on va en parler parce que moi ce que j'ai vu sur place avec les modèles les Bravia 7, 8, 9, l'anti-reflet était quand même très très moyen, mais à vérifier, à vérifier. Celui-ci est quand même très bon compte tenu du fait qu'on a des rampes d'éclairage devant nous et que ça crache beaucoup. Mais encore une fois, quand on compare avec un S95D, il y a des reflets. Et le S95D les annihile pour la plupart. Et c'est... on a marché sur la lune, quoi. Mais c'est bon. Ne partez pas sur le truc du « oh, on voit quelque chose ». Oui. Mais moi, je ne me vois pas dedans déjà. Là, je vois les éclairages qui sont violettisés. Le mec, violettisé par la diffraction de lumière. Voilà, globalement, on additionne les qualités quand même entre la luminosité, qu'il faut moduler, hein, parce que quelquefois, je me suis retrouvé ici, pourtant j'ai 4 mètres de recul dans une grande pièce. J'ai dit, ah, c'est trop là. C'est trop. Moi-même, je repartais dans les menus, je rebaissais ça. Je dis, mais la luminosité, il y a vraiment des modes, il faut les activer. Il faut pas lui dire, tu fous tout à fond parce qu'il le fait, lui. Il s'en fout. Il en balance plein la tronche, étant donné qu'en effet, il y a les micro-lentilles pour vous balancer de la lumière. Lui, entre dans la lumière. Il peut le faire, hein. Il va pas se gêner, hein. Lui, il s'en fout. C'est pas la dalle qui pousse, entre guillemets, c'est les loupes devant. C'est le côté optique qui va vous en mettre plein la tête. Donc, n'hésitez pas. Le produit est extrêmement coloré. La définition d'image est merveilleuse, c'est précis, il n'y a pas un côté de souffle numérique bizarre, j'allais dire de merde, oui, je suis obligé de vous le dire, il n'y a pas un côté de souffle numérique trafiqué. Moi, en parlant de trafiquer, l'IA, je l'ai un peu utilisé, cette IA, enfin cet algorithme. Moi, ça m'apporte des trucs sur l'upscaling. Je trouve que l'upscaling est assez travaillé par
par un côté un peu, non pas artificiel, mais un travail peut-être plus pointu que si on ne l'active pas. Globalement, avec un travail standard du processing sur ce téléviseur, sans passer par tous les modes d'IA, d'algorithme, ça se passe très bien. Libre à vous, après, d'appuyer sur les boutons. Hein. C'est pas un problème, le produit est très naturel, il est fluide. En gaming, c'est un délire complet, mais là je vous apprends rien du tout, je suis même pas en train de découvrir un truc. En gaming, c'est de la folie, elles sont là, les petites mémères, hein, les deux, on s'est amusé un petit peu avec. Mais ça va à une vitesse de fou, quoi. Et en plus, la colorimétrie, et puis tous les réglages qu'on a sur WebOS 24, et on a les mêmes sur le 23, hein. On n'est pas en train non plus de péter les scores. On n'est pas en train de parler de génération décisive entre G3 et G4. Pour moi, c'est triste, je vais vous le dire, mais la génération décisive, c'est entre le G2 et le G3, puisque le G3 a introduit la dalle MLA. En effet, le G2, dans ce cas-là, il est un peu en retrait, luminosité, le processing a un peu moins évolué, tandis que G3, G4, on confirme le choix de LG dans l'utilisation de cette dalle MLA. Je vous dis pas que c'est le même produit, je vous dis, le G3, vous l'avez, gardez-le. Vous n'avez aucun G, vous voulez dire, ah bah tiens, je veux un téléviseur qui fait des étincelles et qui n'est pas le Samsung S95D, le G4 vous tend les pixels, hein, il vous tend les tarifs aussi. Hein. L'angle de vision est très très bon, toute la gestion autour du HDR, Dolby Vision avec Netflix, avec les Blu-ray, ça se passe super bien. On a vraiment une luminosité extrême, par exemple, on dit toujours une scène de nuit avec un lampadaire. Et là, lampadaire, c'était moi. Là, je l'ai fait, oh là là, j'ai honte. Si vous avez une scène de nuit avec un lampadaire très très lumineux, il va être très lumineux en HDR Dolby Vision, il va être éclatant. C'est ce que peut pas faire une image standard. Donc là, ça se passe super bien. Moi, je me suis pris une claque encore, mais je me suis pas pris plus une claque que j'ai pris avec le G3. C'est pas vrai. C'est la même tarte dans la gueule qui dit voilà, c'est un excellent produit, c'est partie des meilleurs produits OLED que je connaisse. C'est vraiment le top. Et ce qui est bien, c'est qu'il est super hybride. Cinéma, il cartonne, cinéma, série télé, et gaming, il cartonne. C'est vraiment des produits qui sont bicéphales. Bicéphaux. Non, bicéphales. Faut bien que j'en fasse. Si ça se trouve en plus, non, bicéphale. J'ai honte. Non, je déconne en même temps, on est là entre nous. Voilà, donc, que vous dire de plus que le S95D donne du fil à retordre à tout ça quand même. Parce que je sors, moi, d'un trauma avec le S95D. Je peux pas vous dire le contraire. Vous savez que la chaîne est libre, elle n'est pas sponsorisée, donc je peux dire ce que je veux. Mais le S95D m'a traumatisé. Il m'a traumatisé avec son filtre, sa technique anti-reflet, qui fait que les téléviseurs que je teste derrière, ils sont encore des reflets. Ils en ont. J'ai passé 15 jours avec le S95D qui n'avait aucun reflet, qui était presque, le mot est con, mais neutre ou pas terne, pas mat, mais il était surprenant. Et j'arrive avec des téléviseurs qui sont des bêtes de compétition, mais qui ont malgré tout des reflets. Et ça fait toujours drôle parce qu'on revient sur quelque chose qui est pas old school, mais qui est différent. C'est bien que j'en parle parce que je pense que vous posez des questions entre, justement, je vois beaucoup dans les commentaires, le S95D, le G4, on est sur des modèles de super exception. Il y a une poussée technique flippante, c'est-à-dire que les téléviseurs d'il y a 3-4 ans ne sont plus du tout comme cela. On va parler un petit peu du son maintenant, même si je pense que quand on a les moyens d'acheter un téléviseur comme ça qui coûte, plus que ça, on se dit, j'ai un beau grand téléviseur, on va prendre une barre de son. Ça, c'est mon avis, mais je ne pense pas qu'un fabricant puisse se dire, je lance un téléviseur sans qu'il y ait le son. Parce que les gens, tout le monde n'a pas envie d'acheter une barre de son. Mais là, on a un son ça manque de grave. Mon plus gros défaut, c'est que le son manque de grave. Par contre, la présence des voix, de la musique et de certains bruitages, justement spatialisés, est bonne. Mais ça manque de patates. Et un truc que j'ai remarqué, et c'est pas lié à la source ou la puissance de la source, globalement, le produit n'est pas très puissant au niveau sonore. C'est-à-dire que là, la pièce, elle fait à peu près 35 mètres carrés. On sent qu'il faut un soutien quand même. C'est-à-dire que il crache pas beaucoup de watts. Il y a 60 watts théoriques avec des petits haut-parleurs comme ça, 2 cm d'épaisseur en tout ce petit monde. Hein. Donc si vous voulez vraiment une bonne puissance, peut-être une meilleure intelligibilité des voix autour des programmes avec en effet des bruitages et autres, je vous conseille, je dis à chaque fois sur ces grandes tailles-là, même si les bestiaux ils essayent de faire le maximum, ça reste des téléviseurs qui font 2 cm d'épaisseur, 65 pouces, ils pourront jamais remplacer une barre de son qu'on va placer devant avec des haut-parleurs comme ça, avec une caisse de résonance. Non, si vous avez une grande image, essayez de... C'est compliqué de dire, mais essayez de trouver le moyen de lui mettre une barre de son pour que ça soit quelque chose qui permette d'avoir un réalisme sonore supérieur. Mais le son est très clair, la voix est très claire, la musique est très claire. Il n'y a pas beaucoup de dynamique parce qu'il n'y a pas beaucoup de puissance à mon sens. Je n'ai pas fait de mesure là-dessus, mais à l'oreille, j'entendais qu'il ne va pas très loin. Il n'a pas une grosse puissance. Ce produit. Il y a des produits comme certains Philips qui ont plus de haut-parleurs, sont plus épais, justement ils sont comme ça derrière, ils crachent plus parce qu'on met un boomer à l'arrière, c'est différent. Bowers & Wilkins travaille les produits Philips, là c'est un petit peu différent ce qu'a fait LG, c'est pas un son d'appoint.
C'est un son qui peut satisfaire les gens, mais dès qu'on a des films vraiment avec des bruitages, Dolby Atmos partout, de l'élévation, prenez une barre de son. Et maintenant, on va retrouver Sylvain. Il était temps, hein, parce que c'est interminable cette affaire. C'est pour ça que je chapitre, parce que je sais que je parle beaucoup. Allez, on envoie Sylvain. Voici l'homme de la situation. Salut Sylvain. Salut Pépé. Tu es en pleine forme? Ah ouais, toujours. Et toi? Bah, génial. Je suis content qu'on fasse ce test parce que bon, c'est un modèle important quand même, léger sur la chaîne, et on a eu des tests déjà dithyrambiques. Mais là, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est toi qui as vraiment la clé des choses. Parce qu'entre le G3 et le G4, on a certes parlé d'évolution, MLA et autres, mais on est sur cette course aux chiffres. Est-ce qu'il y a vraiment donc quelque chose qui est notable entre le G3 et le G4 au niveau des mesures? Et là, c'est toi qui as la clé. Oui, il y a quelque chose de notable sur ce téléviseur LG OLED G4 d'une diagonale de 65 pouces, j'ai mesuré. Donc le téléviseur, en fait, pour rappel, il embarque une dalle OLED Evo, donc White OLED, fournie par LG Display, avec la technologie Meta 2.0. Donc il y a un filtre de micro-lentilles qui a été optimisé, dont la forme a été optimisée par rapport à l'année dernière. Et en plus, il y a un nouveau processeur, tu as dû en parler juste avant, c'est le processeur LG Alpha 11. Donc ça fait 2 points différents. Donc qu'on dise pas que c'est le même, c'est pas un calque, ils ont donc fait évoluer les choses. Mais moi, ce qui m'intéresse, because you are here, il n'y a pas le télé derrière, il n'y a pas la sonde. Est-ce que sur le terrain, toi, en mesure, tu as vu? C'est le fameux chiffre, le pic de luminosité. Eh bien oui, j'annonce un pic de luminosité pour ce téléviseur de 1618 candela par mètre carré. C'est-à-dire que par rapport à l'année dernière? Alors, par rapport à l'année dernière, le G3 a été mesuré à 1430 candela par mètre carré. D'accord. Alors moi, question dégueu, parce que je suis là pour ça quand même, ça reste inférieur au Samsung S95D. Et oui, ça reste inférieur au S95D que j'ai mesuré à 1671 candela par mètre carré. Là, vraiment, on est en train de en papaouter la terre entière, mais quelque part, mais oui, il faut le dire. Il y a une différence quand même. Il y a une différence, donc il y a un bond de 200 candela environ. Donc voilà, alors après, c'est à vous de juger si ça se voit pas, c'est important ou pas, mais la réalité, c'est que oui, il est plus lumineux. Tout à fait. On passe aux autres mesures maintenant? Yes. Alors, le mode standard en SDR, mode filmmaker, le meilleur pour un rendu cinéma pour les films et les séries, j'ai pu mesurer un delta E de 1,25. Donc c'est très bien parce que c'est toujours inférieur à 3. Le 3, je rappelle, c'est le seuil en dessous duquel l'œil humain n'arrive plus à faire la différence entre la couleur demandée et la couleur affichée. C'est très bien. Toujours en mode filmmaker, la température des couleurs moyenne a été obtenue à 6327 Kelvin. C'est pas la mort. Non, puisque la valeur optimale, c'est 6500 Kelvin. C'est très bien. Et vous regardez sur le graphique, effectivement, il y a très peu de dérives des 3 couleurs primaires. Le gamma moyen, maintenant, a été mesuré à 2,33 pour une valeur absolue de 2,4 en conditions sombres. C'est pas mal. La courbe est un petit peu cassée quand même, pas suffisamment régulière à mon goût. Mais il y a possibilité d'obtenir légèrement mieux si on va véritablement dans les réglages. Mais c'est pas bloquant. C'est pas, l'image va pas être dégueu. C'est pas ça. Il y a des petites dérives quelquefois. La plupart des téléviseurs, c'est pas des métronomes non plus. On arrive à des choses. Là, pour le moment, c'est bon, quoi. C'est très bon, ouais, effectivement. Yes. Le contraste peut être considéré comme infini. Après moi, le déluge. Et quasiment au-delà. La flotte et tout. On passe maintenant aux mesures en HDR. Alors, le mode filmmaker qui permet d'obtenir encore une fois les meilleurs résultats, j'ai pu obtenir un delta E de 1,03, donc encore une fois nettement inférieur au seuil de 3. Le pic de luminosité, je le rappelle, 1618 candela par mètre carré. Et en plein écran, on est à 257 candela par mètre carré. Donc c'est encore supérieur par rapport à la génération précédente, le G3, puisque dans les mêmes conditions, il a été mesuré à 226 candela par mètre carré. La poussée est logique. Alors justement, parce que je me rappelle ce que tu avais mesuré avec le fameux S95D qui a quand même un petit peu rectifié la planète. Tu avais mesuré combien à ce moment-là? Alors, en plein écran, encore une fois, le Samsung S95D a été mesuré à 317 candela par mètre carré. C'est le record, hein? Pour l'instant, effectivement, c'est le record, oui, tout à fait. On est bien d'accord, Sylvain, qu'on parle de luminosité. Bien sûr. Tu fais beaucoup de mesures et tout. Il ne faut pas non plus que les gens se focalisent obligatoirement là-dessus pour choisir un téléviseur. Non. On dit qu'ils sont lumineux. Et on donne une échelle de valeur. Faut pas que les gens disent, l'autre, il y a 10 candélas de plus, je vais pas l'acheter. Tu vois, l'idée, elle est... Non, on est vraiment dans un mouchoir de poche entre les deux téléviseurs, les deux séries plus particulièrement. Oui. C'est ça le truc, parce que je sais ce qui se passe quand on donne des chiffres. Tu vois, c'est toujours très... Les gens regardent des chiffres comme ils regardent des étoiles sur des tests, 2 étoiles, 3 étoiles. Là, c'est une valeur indicative, mais déjà, on a dépassé les 1400 ou 1500 candélas dans les trucs de délire, quoi. Ce qu'il faut voir surtout, c'est la progression, finalement, d'une génération à une autre.
C'est ce qui s'est passé avec Samsung, avec Pana, avec LG. Tout à Maintenant, fait. tu as d'autres petits chiffres pour nous? Bien sûr. En mode cinéma, par contre, j'ai pu obtenir un pic de luminosité encore une fois légèrement supérieur à celui que j'ai mesuré en mode filmmaker, puisque j'ai pu obtenir un pic de 1658 candela par mètre carré. Ça pousse. Hein. Ça pousse. Ça pousse. Tu sais qu'on revient de chez Sony, justement, qui avait annoncé que les mini LED Bravia 9, notamment, avaient des hauts pics de luminosité. Oui. Et dans l'interview que j'avais fait avec Sébastien, qui est passé sur la chaîne, elle dit voilà, nous, on utilise le mini LED parce que on sait que c'est la technologie qui a le plus de lumière. Ce à quoi je lui ai répondu à ce moment-là, n'oublions pas que ces produits-là, et même chez toi, Eh oui. les Sony existent et on peut plus dire que le LED n'a pas de lumière. Non. Le LED, ça devient du délire, mais je pense que le Bravia 9, il va péter les scores à 2500, 3000. Vivement qu'on puisse le tester, effectivement, pour savoir exactement de quoi on parle, mais oui, Ouais. oui, il paraît très intéressant celui-ci. Parce que justement, ils ont voulu faire un Bravia 9 qui pouvait correspondre à la norme HDR qui peut monter à 4000 nits. Il n'y arrivera pas. Mais à mon avis, on titille les trucs pro, quoi, avec Ou le alors 9. sur 2-3 pixels ou quelque chose Sur comme ça. 2-3 mais pixels. Pas beaucoup plus, effectivement. Voilà, On verra. 3 pixels. On verra. On va passer maintenant à la couverture des espaces colorimétriques. Le BT709 est couvert à 99,6%, donc c'est parfait. La couverture du DCI-P3 est couverte à 95%, contre 98,15% sur le Panasonic MZ2000E quand même, et Hasard. toujours avec la même technologie. Ah, ça, Pana. Mais par contre, on reste en dessous des 99,76 pour le Samsung S95D. Là, il y a un petit gap effectivement qui paraît toujours intéressant. Et pour la suite aussi, à mon avis. Et oui, pour la couverture du BT2020, sur le téléviseur LG G4, j'ai pu obtenir 73,5% contre 74% pour le Panasonic MZ2000E Même chose. et 88% pour le Samsung S95D. Il donne du fil à retordre, celui-là. Hein. Mais on en parle depuis le début. Vous avez vu la vidéo sur la chaîne et même partout dans le monde. Celui-ci donne du fil à retordre à toute l'industrie. Hein. Grâce à la technologie QD OLED, effectivement. Ouais. Grâce au QD OLED exploité par Samsung et leur fameuse dalle et leur processing, ils ont réussi à faire un truc de ouf quand même. Hein. Justement, on en parle maintenant parce que tu vois, le QD OLED bien travaillé, on a des résultats de ouf. Et c'est pour ça que pour le moment, Sony maintient le A95L dans sa gamme, mais on ne sait pas pour la gamme suivante s'ils auront un nouveau QD OLED. Un OLED, je pense que c'est sûr, mais est-ce qu'ils vont continuer le QD OLED? Je ne sais pas, Sony. On verra d'ici la fin de l'année, je pense. Yes, yes. Mais le S95D, waouh, celui-ci, il lui manque le Dolby Vision et le DTS et c'est waouh! Oui, effectivement, avec en plus la dalle anti-reflet qui est juste exceptionnelle. C'est exceptionnel. On le dit, il y a même dans une vidéo LG, parce qu'on est tous indépendants, c'est un produit exceptionnel, le S95D. Et Très polyvalent. Très polyvalent. C'est ça que j'ai apprécié sur celui-ci. Sylvain, il y a un truc important. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent, qui sont vraiment des fans de gaming. Et c'est intéressant de savoir où on en est avec ces téléviseurs, sont des bêtes de compétition. On est très bien. Je salue toujours les 4 entrées HDMI 2.1 et l'input lag qui a été mesuré par défaut à 12,9 millisecondes. Quand on active la fonction renforçateur, qui est assez mal traduite, j'avoue, on passe à 9,2 millisecondes. Donc c'est parfait, c'est exactement le même délai que le Samsung S95D. Encore une fois. Enfin, un point commun. Le mec. Voilà. Sur le G3, on était à 9,1 millisecondes. Sur le Panasonic MZ2000, on est à 9,3. Là, on... Bon, on est sur des chiffres hallucinants. J'espère que les gens se rendent compte du fossé, on le dit à chaque fois dans ces vidéos, entre ce qui se passait il y a 3 ans, même il y a 2 ans, et ce qu'on vous annonce maintenant avec de l'OLED. Mais c'est du délire. Complètement. Là, il y a moins d'une image de retard entre le moment où on appuie sur le bouton de la télécommande et où l'action se déroule à l'écran, donc c'est vraiment parfait. Même les joueurs professionnels n'ont quasiment rien à dire. On passe maintenant à la fidélité des couleurs, toujours en mode optimiseur de jeu, donc le mode qui permet de jouer. Le Delta E, par contre, est assez moyen puisque j'ai pu obtenir 4,1 en fidélité des couleurs. Donc on est légèrement au-dessus des 3, ça reste correct, mais légèrement saturé. On est monté à 8 avec certains, on rappellera quand même. On est monté à 8. Le pic de luminosité, toujours en mode optimiseur de jeu, on est à 1461 candela par mètre carré, donc c'est également très bon. Alors, il y a quand même un bond entre le G3 et le G4. On a vu des mesures hein, qui sont intéressantes. Et la consommation, ils ont fait un effort ou c'est... Enfin, un effort, c'est déjà vachement bien, mais est-ce qu'ils ont encore poussé les choses? C'était déjà très bien, malgré une luminosité encore supérieure cette année. En mode SDR, en mode filmmaker, j'ai pu mesurer une consommation moyenne de 58 Wh contre 61 pour le G3 dans les mêmes conditions. Je sais pas comment ils font. C'est vrai que les nouvelles lentilles optimisent, donc on a poussé la dalle. Donc ils n'ont pas besoin de pousser à fond, puisque le rôle des micro-lentilles, c'est d'optimiser ce qu'elles reçoivent. Donc c'est vachement bien fichu. Non, on reste avec une consommation particulièrement raisonnable. En mode HDR,
j'ai pu mesurer une consommation moyenne de 61,5 Wh pour ce téléviseur contre 60 Wh pour le G3. Donc c'est pareil, on reste dans un écart qui est infime et qui est très bon, encore une fois, avec une luminosité qui est nettement supérieure. Et alors, la question, et on répondra un jour, jusqu'où tout ça? On verra bien, mais c'est vrai que chaque année, le curseur est poussé un tout petit peu plus haut à chaque fois. Sans compter que Samsung balancera un autre produit l'année prochaine, parce qu'eux, ils vont continuer l'OLED et le QD OLED. Hein. Samsung, c'est pas le genre à abandonner, ça ils l'ont fait, mais maintenant qu'ils ont relancé le truc, ils vont pas l'abandonner sur une génération. Donc je pense qu'on va beaucoup se marrer. Ouais, et sur plusieurs tailles, espérons-le. Yes. Pas que les 3, 55, 65 et 77. Quand on a mis les vidéos en ligne justement de Sony, Sony a annoncé que les plus petites diagonales, ça serait de l'OLED et du QD OLED, et que le LCD commençait en 65 pouces. Oui. C'est du délire, alors qu'on parlait quand même sur des trucs où on parlait de 42, de 48, et justement Samsung, lui, a une gamme entière qui va du 42 jusqu'au Big One en OLED. Oui. Ils vont pas laisser ça tomber, ils sont les seuls maintenant. Non, effectivement. Alors par contre, du 42 jusqu'au 83, y a un mélange. C'est sur la série S90D, qu'on va tester très bientôt d'ailleurs. Justement, parce que c'est bien que tu en parles, parce qu'on voulait vous le dire, nous on va faire relivrer tous les téléviseurs pour savoir lesquels sont OLED, lesquels sont QD OLED, car contrairement à Sony qui annonce carrément les trucs, eux ils disent voilà, nous on veut que le consommateur sache, Samsung c'est un peu souffle-moi le brouillard, tout va bien. C'est du OLED en général. Puis après, savoir si c'est du White OLED, QD OLED, il y a quand même des différences, notamment sur l'espace colorimétrique, on l'a vu. Et confiance. Merci Sylvain. Ben merci Pépé, un plaisir. C'était top, c'était vraiment top. Et on a plein de téléviseurs encore à tester parce que les Panax sont pas arrivés, il y aura TCL. C'est que le début. C'est que le début, c'est que du bonheur. Préparez la carte bancaire. Salut. Salut. Allez hop, au parloir. Une luminosité bluffante. Waouh. Uniformité du noir et uniformité des couleurs. La qualité du traitement vidéo, c'est vraiment un traitement vidéo d'exception. Justement, super upscale, donc mise à l'échelle des sources qui ne sont pas 4K. Si vous rentrez une source en effet DVD ou une source HD, l'upscale, donc la mise à l'échelle, est quand même vachement bonne. Impact visuel, c'est-à-dire que le téléviseur a un impact visuel énorme, que ce soit en image standard ou HDR Dolby Vision. On sent l'impact. Et ce qui est intéressant, c'est que même sans qu'il y ait le HDR, le téléviseur se comporte super bien. Vraiment avec une très belle dynamique naturelle. Sublime colorimétrie, c'est très précis, avec aucun bending, aucun effet de sursaturation, un truc comme ça, c'est extrêmement maîtrisé. Un truc à vous faire plaisir, excellent calibrage du produit en usine. On le sort du carton, on branche, on met un mode ou pas, on regarde, mais c'est nickel quoi. C'est nickel. L'anti-reflet fonctionne très bien. Ok, ce n'est pas le Samsung S95D, mais l'anti-reflet pour de l'OLED est nickel, vraiment. Mais on continue, voilà. Petit peu quand même, hein. Beaucoup. Sincèrement, en gaming, les C et les G sont des bêtes de compétition. Ça va vite, c'est super. Vous avez vu avec Sylvain, on a des résultats de folie. En gaming, c'est délirant. 144 Hz, Dolby Vision IQ. Tous les Dolby, dont le Dolby Atmos, et le téléviseur ne bloque pas sur le DTS ou DTS HD. Il est capable de le comprendre. Une bonne qualité audio générale. Ça pousse pas très fort, il n'y a pas des effets gigantesques, mais la qualité audio est pas mal, notamment les dialogues. WebOS, moi je l'aime bien WebOS, surtout avec le mode Renew, c'est-à-dire quand on achète ce téléviseur, on a des mises à jour sur 5 ans quand même. C'est pas du luxe, hein. Et un truc de délire que j'avais pas vu venir, l'application Apple Music intégrée à WebOS 24 permet d'avoir le son en Dolby Atmos. C'est a priori la première fois qu'on peut le faire. En général, c'est avec l'Apple TV en externe. Voilà, l'Apple TV est ici, on le connecte l'Apple TV sur le téléviseur, on a le Dolby Atmos. Là, il n'y a même pas besoin de l'Apple TV, c'est intégré au téléviseur. C'est une première. Et c'est bien en même temps. Bah, je pense. Un truc qui me plaît, moi, c'est le mode QMS sur ce produit. En effet, QMS, Quick Media Switching, notamment avec l'Apple TV 4K. Comme ça, quand on change de source, on change de format, on passe d'une chaîne à l'autre, ça saute pas, il n'y a pas de noir pendant 3 secondes. Non, non, c'est fluide avec le mode QMS. Et le téléviseur, là. Et d'autres téléviseurs qui sortent même cette année n'ont pas ça. Les têtes vont tomber, messieurs, dames, avec les moins notamment. Le prix. Mais le prix de tous les modèles actuellement, le prix des téléviseurs, c'est waouh! Ça se calme un petit peu. Je sais que les prix sont libres en France et que ça va chuter, mais les prix font peur, hein, les prix annoncés par les marques. Hein. Toutes les marques. Enfin, presque toutes. Je le mets dans les moins quand même, parce que je suis comme ça, comme gars. Évolution timide entre le G3 et le G4 quand même. Hein. C'est pas waouh! La vraie évolution, c'était G2 à G3. Le filtre anti-reflet est encore faillible. Il est là, il est bon, mais il est encore faillible.
Comme sur la plupart des téléviseurs OLED, il y a une notion de luminosité un peu bridée, ce qu'on appelle l'ABL. Bon, on sent de temps en temps que bon, il peut pas aller plus loin, qu'il y a un limiteur, entre guillemets, mais il faut regarder bien. Mais tous les téléviseurs OLED l'ont et celui-ci aussi. L'audio, sympa, mais manque de grave et manque de puissance. 2024, il n'y a pas de port USB en 3.0. La blague cosmique, toujours la même télécommande, non rétroéclairée, et en plus elle est noire. Donc dans le noir, non rétroéclairé, bonne chance. LG, non. Regardez, les téléviseurs sont super. Ils coûtent pas cher en plus. Et vous mettez... Oh, pas à nous. Le Bluetooth fait partie de l'avenir chez LG. Il n'y a pas de prise casque en filaire. Voilà. Alors, je le mets dans les moins, mais je sais pas quoi en faire. Il y a cette histoire de pied. Parce que les gens achètent ce téléviseur pour le mettre sur un pied la plupart du temps, alors que le modèle G, c'est un modèle galerie. Alors, le pied, si vous passez par le site LG, a priori, il est donné dans le carton. A priori. Par contre, il est optionnel ailleurs, libre au magasin de vous l'offrir ou pas. Moi, j'en sais rien du tout, mais à la base, LG ne le livre pas d'office, puisque c'est le modèle G. J'ai le droit d'acheter un pied optionnel. Voilà, c'est fait. C'est fini. Voilà, dans tous les cas, ça m'a fait extrêmement plaisir. Je pense que d'ici, je crois, au 15 juillet, on va avoir plein de téléviseurs. J'ai testé également des écouteurs, des casques. Il y a des gros trucs qui se pointent, hein. Vous n'avez pas idée de ce qui va se pointer, j'ai des grosses annonces, des gros tests, et ça fait quand même partie des gros tests avec bien sûr le Samsung, celui-ci, il y aura des trucs avec le Sony, j'attends vraiment beaucoup du Bravia 9 et Bravia 8. Le marché des téléviseurs, ça bouge sans arrêt, et Dieu sait que tout le monde le sait, le marché des casques, les machins, c'est vraiment de la folie. Je crois que la high-tech est encore partie dans un gros délire, vous avez vu au Japon avec Yodobashi, le nombre de produits, les diagonales, il y en a partout. Ben, bref, c'est la passion et moi je suis content de vous la communiquer et j'ai été heureux de faire le test du G4. À bientôt sur la chaîne et n'hésitez pas à vous balader parce qu'il y a plein de trucs et j'ai tourné donc 11 vidéos en Asie. Donc elles passeront sur les 2 mois à venir, c'est-à-dire qu'il y aura des petits vlogs, bien des vidéos un peu plus longues. Il y aura toujours le libellé Japon 2024, Chine 2024, Hong Kong 2024. Ça sera donc tout ce qui a été tourné sur place. Ça peut être en effet des choses qui sont des billets d'humeur, ou bien des trucs plus sérieux que ça, ou des visites de magasins comme Tower Records, ou bien la visite de la Hong Kong Electronic Fair. Ça vaut 10. Ça, c'est incroyable. Vous allez passer des bons moments, du moins je l'espère. Et je vous embrasse et vous remercie encore de votre fidélité et des audiences. Mais je suis très très heureux. Je peux pas être plus heureux. Et puis voilà, c'est un feu d'artifice final. Allez, à bientôt. Ciao, portez-vous bien.